Est-ce qu'on peut vraiment tricoter quelque chose avec du lait, avec du soja ou de la banane? Aujourd'hui, deuxième partie, fibres bio synthétiques. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Cristal LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui, on va parler fibres bio synthétiques. Deuxième partie, je vous ai déjà parlé de la viscose, je vous ai déjà parlé du tencel, je vous ai déjà parlé du modal. Aujourd'hui, on va parler des autres fibres biosynthétiques qui existent sur le marché. Comme vous le savez, j'adore le café, et ici, je vais dire merci aux personnes qui m'offrent des cafés toutes les semaines. Je vais faire une petite tradition, maintenant je vais réouvrir, je vous montrais mon rouge à lèvres quand je faisais des podcasts, maintenant je vais vous dire merci à celles qui mettent des commentaires sur la plateforme Ko-fi. Je prends une personne au hasard. Aujourd'hui ce sera Hélène qui me dit merci pour toutes ces vidéos pleines d'enseignements qui me permettent de progresser encore et toujours, alors que cela fait des années que je tricote. Alors je tiens quand même à vous dire merci, je tiens à citer ce genre de commentaires parce que ce n'est pas toujours facile de faire des vidéos YouTube, quelquefois je manque d'idées, ça prend du temps, il y a des fois j'ai pas envie, mais ça me donne envie de continuer à vous proposer des vidéos toutes les semaines, parce qu'il n'y a rien à faire, mine de rien, je vais pas pouvoir parler de tricot peut-être pendant 20 ans, parce que est-ce que les sujets vont finir par s'épuiser? Peut-être ou peut-être pas, donc ça me permet de vraiment avoir envie de continuer à grandir ma chaîne, même si elle grandit très lentement, parce que voilà, je ne parle pas que de design, je ne parle pas que de ce que j'ai tricoté, je parle de plein de choses différentes et plein de techniques. Donc voilà, ça grandit, mais ça grandit lentement. Donc merci à tous. Il y a un petit temps, je vous ai parlé, il y a un mois plus ou moins, des fibres biosynthétiques. Et je vous ai parlé des fibres biosynthétiques qu'on trouve majoritairement sur le marché, c'est-à-dire la rayonne, le viscose, le modal et le tencel. La rayonne a été la première à être produite, le tencel c'est la dernière. Donc tout ceci procède relativement du même processus chimique, si ce n'est que les intrants chimiques sont différents, et donc on a un impact écologique moindre si on prend du tencel que si on prend de la viscose. Donc comment est-ce que ça se passe? C'est qu'on récolte du bois, parce qu'ici dans ce cas-ci c'est du bois, on le transforme en plaques de cellulose, une sorte de grande plaque de papier, qu'on va ensuite dissoudre à la soude pour en faire un produit un peu aérien, un peu vaporeux, qu'on va ensuite laisser maturer. Après cette maturation, on va mélanger ça avec des intrants chimiques et ça va devenir un liquide très visqueux. Souvenez-vous, dans la vidéo dans laquelle je parle des fibres synthétiques, donc ce liquide visqueux, il est passé dans une filetière pour pouvoir faire des fibres très fines. Dans le cadre du polyester par exemple, ou du polyamide, ou de l'acrylique, c'est du plastique, mais ici ça va être des fibres, ça va être un produit issu de la naturelle, qui est transformé quand même avec des produits chimiques. Et donc ça va faire des fils très fins, qu'on va ensuite filer, qu'on va laver, qu'on va blanchir, qu'on va teindre, qu'on va retordre d'une manière ou d'une autre, et ça va faire un fil à tricoter, ou ça va faire du tissu. Donc ça c'est viscose, tencel et modal. Il faut savoir que ça, c'est ce qu'on appelle les fibres cellulosiques. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le bois qui peut produire ce genre de choses. On a aussi ce qu'on appelle le bambou. Donc ici, par exemple, ceci. Alors ceci, c'est un mélange de tencel, donc de bois, et de bambou, donc la fibre de bambou. Le bambou, c'est pas un arbre, c'est une plante, c'est une sorte d'herbe qui pousse très très vite, et on fait exactement le même processus chimique que pour le tencel. Donc le bambou va avoir les mêmes propriétés que le tencel, les mêmes propriétés que la rayonne, que la viscose, etc. C'est-à-dire que ce sont des fibres qui sont très fluides, qui n'ont absolument aucune élasticité, qui permettent une certaine respirabilité, qui sont antifongiques, antibactériennes, qui régulent la température mieux que l'acrylique, moins bien que la laine. On va dire que ça régule la température plus ou moins, ça peut absorber jusqu'à 4% de son humidité. La laine, c'est plutôt dans les 20%, de toute façon 20-25%, quelquefois même plus. Ça dépend un peu, alpaga, mérinos, ça dépend un peu du type de fibre dont on parle, parce que quand on parle de laine de mouton, il y a 1500 races de moutons, donc forcément, elles n'ont pas tout à fait toutes les mêmes propriétés. Donc, on a quand même une capacité de thermorégulation qui existe, qui fait que quand on absorbe l'humidité, on a un coussin d'air qui se fait entre la peau et le tissu, et donc on a une meilleure régulation de température qu'avec du plastique. Parce que dans le cas de l'acrylique,
Ça va pas du tout être le cas. Par contre, dans le cadre du bambou, du tencel, etc., vous aurez cette régulation-là et ces propriétés-là qui sont intrinsèques à la fibre naturelle et non pas au processus et aux intrants chimiques que l'on donne. Donc les intrants chimiques, ils sont différents en fonction de ce que l'on veut obtenir et ils ont un impact plus ou moins important en fonction du produit que vous voulez obtenir. Le tencel est quand même quelque chose qui est le tencel, c'est-à-dire, c'est le lyocell en fait, a quand même nettement moins d'impact écologique que la viscose, parce que le tencel, lui, il a été créé dans les années 90, la viscose a été créée dans les années 50, la rayonne, elle, date du 19e siècle, donc on n'avait pas les mêmes préoccupations environnementales qu'on a maintenant. Donc il faut savoir que le bambou, c'est plus ou moins le même processus, si ce n'est que le produit de base, c'est pas le même. Mais c'est de la cellulose, et c'est à partir de ça qu'on fait une fibre à tricoter ou une fibre à tisser. À base de cellulose, on a, je vous l'avais montré dans une vidéo, la fibre de bananier. En fait, le bananier c'est une production purement humaine, je vous en avais parlé. Le bananier, on ne se perpétue pas, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté les régimes de bananes, eh bien, on coupe les feuilles de banane, et voilà, et puis on replante des bananes, tous les ans, on replante des bananes, parce que ça ne produit pas deux fois, c'est une production purement humaine, et génétiquement, ils ont tous les mêmes sources. En fait, ils sont tous issus de la même race de bananes. Alors, on parle de la banane que l'on mange, je ne parle pas de la banane plantain, je ne parle pas de mini-banane, je parle vraiment de la banane classique que nous, on connaît dans le commerce. Eh bien, voilà, ça donne ceci. Et donc, on a décidé d'en faire quelque chose, et ça donne cette fibre-là. Alors, ceci, c'est une fibre assez particulière. Je ne l'ai pas choisie. Il y a des fils qui sont quand même beaucoup plus lisse. Ici, je l'ai trouvé sur Etsy, cette fil-ci. Et en fait, ceci, c'est issu, donc ils appellent ça de la viscose de banane. Donc, même principe. On transforme ça en grande plaque de papier, on dissout, on a fait des intrants chimiques, etc., etc. Exactement le même principe, si ce n'est que c'est de la fibre de banane. Les intrants chimiques sont probablement pas les mêmes. Et ici, ils disent que c'est un fil qui a été fait à partir des restes de produits de la filature pour pas des filatures, des entreprises qui font du tissage en Inde. Donc c'est un produit de recyclage, ceci. C'est pour ça probablement que ça a un aspect assez régulier, comme vous avez celle-ci, voilà. Vous avez l'impression qu'il y a de la soie de sari qui est mélangée. Il existe des fibres comme ceci, où on a de la soie de sari, où c'est de la soie, vraiment, et c'est recyclé. Donc voilà, pour la fibre de banane, c'est exactement le même principe. Une autre fibre qu'on utilise sur le marché des fibres biosynthétiques, c'est le maïs. Et on n'est pas du tout dans la même production que le cadre de la viscose, donc c'est un peu plus écologique, entre guillemets, c'est-à-dire que le maïs, on va le récolter, on va le cuire, on va le laisser fermenter, on va récupérer le sucre, le dextrose, et on va transformer ça en pellet. Après, on va quand même introduire un intrant chimique, donc c'est pas nul au niveau écologique, et on va transformer ça en liquide visqueux qu'on va passer comme dans les autres, dans une filetière, blanchir, teindre, filer de X ou Y manière. Par contre, la fibre de maïs, elle est tout à fait différente de la fibre de bambou. Quand vous regardez le bambou ici, vous avez cet aspect luisant, si ça veut bien faire le focus, vous avez cet aspect luisant de fausse soie, de soie artificielle. Vous avez ça avec le tencel, vous avez ça avec la viscose. C'est pas le cas du maïs. Le maïs, ça ressemble quand même beaucoup plus au coton, et un coton artificiel. Donc pas un coton mercerisé que vous avez l'impression de tout lustrer, vous avez cet aspect de coton organique. Donc vous aurez un aspect beaucoup plus mat avec le maïs que vous n'avez avec le bambou. Il a quand même plus de tonicité, il a une certaine résilience que n'a pas du tout le bambou, par exemple. Donc, il a une meilleure tenue que le bambou. Il aura plus une tenue proche du coton. Et pas tous les cotons, on est bien d'accord, parce que tous les cotons ne se valent pas. Et il a, par contre, les mêmes propriétés, c'est-à-dire antifongique, antibactérien, une certaine réparabilité qui permet de pouvoir avoir une gestion de la température, une thermorégulation certaine. Donc, le maïs, c'est une optique... C'est aussi une façon de pouvoir envisager les autres fibres biosynthétiques en sachant pertinemment bien que le maïs a quand même un aspect différent et aura quand même besoin d'intrants chimiques, alors que le coton, oui, mais moindre, le lin, pas du tout, le chanvre, pas du tout. Donc, le maïs, c'est un peu mieux que le tencel à la viscose,
et un peu moins bien que le coton, si vous voulez. Donc on a quand même cet avantage-là, et il existe quand même des productions de maïs qui sont organiques, et des productions de fils qui sont organiques. Par exemple, moi j'ai tricoté il y a au moins 10 ans un fil qui s'appelait Rosarios 4, par la file, je ne sais plus, je vous le mettrai ici en dessous, je ne sais plus qui avait produit ce fil-là, mais c'était intéressant, et quand j'ai tricoté, en fait, ça grippait beaucoup plus sur les aiguilles. En plus, à ce moment-là, je tricotais encore avec des aiguilles en bois et pas des aiguilles en métal. Ça grippait quand même plus sur les aiguilles que ne pouvait gripper le bambou, qui lui est quasiment comme de la soie, glisse tout seul sur les aiguilles. Donc, j'avais apprécié de tricoter ce fil-là. C'était une introduction dans les fibres végétales, tout en ne passant pas par la case hardcore qui peut être le lin parfois ou le chanvre. Donc la fibre de maïs, j'ai oublié de le dire, elle est biodégradable, ce que ne sera pas le cas de la viscose. Donc c'est une fibre qui malgré tout aura un impact écologique qui est quand même nettement moindre que la viscose. J'ai parlé des fibres biosynthétiques cellulosiques, donc issues du monde de la cellulose, donc des plantes, mais il existe aussi des fibres biosynthétiques qui sont issues du milieu animal, donc des protéines. Eh bien, c'est le cas, par exemple, des protéines de lait. Alors, on en trouvait à un certain moment, je n'en ai plus trouvé, mais je pense que ça existe toujours, je n'en ai plus trouvé de fibres de ce type. J'en ai tricoté quand ma fille était toute petite, elle devait avoir, bon, donc il y a 13 ans. Eh bien, ces fibres-là, on pourrait se poser la question de comment est-ce qu'on peut tirer un fil de liquide, parce que le lait, c'est liquide. Forcément, vous pouvez vous dire, mais comment est-ce possible de pouvoir tirer quelque chose comme ça alors qu'il n'y a pas de fil? Quand vous regardez le lin, vous regardez le chanvre, à la limite, de manière brute, vous pouvez quasiment le filer. Même si c'est très brut, il faut le traiter quand même, le lin. Je vous l'ai expliqué, en rouissant, etc. Mais c'est très difficilement concevable qu'on peut utiliser du lait pour pouvoir faire un fil à tricoter ou une fibre à tisser. Et en fait, si, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on va déshydrater le lait, on va en retirer la graisse, et on va récupérer la caséine qu'on va faire en cake, on va mettre en une sorte de cake. Et cette caséine, on va en fait ensuite la faire tremper dans un bain alcalin pour en faire un liquide très visqueux. Donc en fait, tout le processus jusque-là, on transforme ce lait, et puis on va le traiter exactement de la même manière qu'on traite les fibres cellulosiques, qu'on traite les fibres issues du plastique. Avec ce liquide très visqueux, on passe dans une filetière et on en fait un fil, et je n'ai pas besoin de vous répéter, on en arrive toujours au même stade. Donc en fait, ce qui est à réfléchir, c'est comment est-ce qu'on va transformer ce produit en un liquide visqueux pour pouvoir le filer. Eh bien ici, c'est le cas du bain alcalin et du fait qu'on récupère la protéine qui s'appelle la caséine. Donc ça, c'est le principe de la protéine de lait. Alors pourquoi est-ce qu'on a utilisé la protéine de lait? C'est parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, la laine, elle était réservée aux militaires, et donc on devait trouver quelque chose pour pouvoir s'habiller tout simplement, et on a décidé d'essayer de faire quelque chose au niveau de la protéine de lait. Et donc on en a tiré un fil pour pouvoir pallier au fait que il n'y avait pas de laine pour pouvoir se couvrir à cette époque-là, et on n'était pas du tout dans l'industrialisation, on n'était pas du tout dans l'acrylique, le polyester et dans la fast fashion à cette époque-là, donc il fallait trouver quelque chose qui pouvait substituer à la laine, et on a trouvé la protéine de lait. Il y a quand même un gros inconvénient à la protéine de lait, c'est qu'il faut savoir que il faut 50 litres de lait pour pouvoir faire 1 kg de fibres. Donc, c'est pas anecdotique quand même. Alors, on sait qu'on est dans la surproduction laitière, mais quand même. Donc, 50 litres, c'est quand même énorme. Vous pensez au prix du litre de lait, même en brut et même si ce n'est pas à la revente, vous vous doutez bien que la protéine de lait, c'est quand même relativement cher. Alors, on a une autre protéine que vous avez certainement déjà vue, qui est la protéine de soja. En fait, la fibre de soja. Le soja, on va l'utiliser comment? On va le presser, retirer l'huile, et on va en garder le résidu. Ce résidu, on va en faire un cake. Ce cake, on va le dissoudre avec un intrant chimique pour en faire un liquide visqueux. Et c'est ce qui va permettre de faire un autre fil. Alors, on va avoir aussi quelque chose qui ressemble très fort, le même processus, dans une filetière, on va le blanchir, Alors, naturellement, le soja est quand même relativement jaune, il n'a pas une couleur blanche, donc si on veut, on peut le blanchir ou pas, et on va le teindre, on va le filer, on va en faire un fil, 1, 2, 3 brins en chaînette ou autre. Donc le soja est aussi quelque chose qu'on peut utiliser quand on songe à la production de soja énorme qu'il y a dans le monde. On peut se dire que ça peut être intéressant, écologiquement parlant, de pouvoir utiliser du soja.
Oui et non, parce qu'il y a aussi des impacts à la culture du soja, on est bien d'accord. Quand on en arrive à attaquer l'Amazonie pour pouvoir produire du soja pour nourrir les bêtes qui se trouvent aux États-Unis, il y a un gros problème à la base. De toute façon, c'est pas le fil en question qui est le problème, c'est la production de soja. Donc, mais on peut se dire que la fibre de soja peut avoir un impact positif, et ça, parce que ça permet d'utiliser des déchets, même si on va nourrir aussi les bêtes avec les restes de soja, de toute façon. Mais voilà. Donc on peut utiliser le soja aussi dans le cadre faire du fil. On essaye d'exploiter les déchets pour pouvoir en faire quelque chose en fait. Parce que il n'y a rien à faire dans la production de masse telle qu'on la connaît. Il reste des déchets et ces déchets ils doivent être traités. Et on essaye d'en faire quelque chose. Le soja, lui, va donner une fibre très soyeuse, un peu fluffy, en fait, d'une certaine manière. Vous n'aurez pas un défini très net, un fini très net avec ce fil-là. Vous aurez quelque chose d'assez vaporeux, mais sinon, ça garde exactement les mêmes qualités que les autres fibres biosynthétiques. Et je viens au point final de cette exposé. Alors ça, c'est une fibre qui n'est pas encore qu'on ne trouve pas sur le marché. On ne la trouve pas du tout. Alors il y a eu un fil, je pense, qui a été sorti avec ça. Mais il faut savoir que dans le sud des États-Unis, il y a une production de crustacés qui est énorme et ça avait un impact écologique très problématique. C'est-à-dire que on laisse les carcasses les carapaces sur place pour pouvoir vendre et ça polluait les plages. Donc le gouvernement américain a déployé et amené des fonds pour qu'on essaye de faire quelque chose avec ces carapaces. Eh bien, qu'est-ce qu'on en a fait? Donc c'est la chitine, si vous voulez. On en a fait un fil. Alors majoritairement, ce fil, il est utilisé surtout dans le médical, parce qu'on utilise aussi du fil dans le médical quand on vous recoue, quand on fait une suture, on utilise du fil. Donc il est majoritairement utilisé surtout à usage médical et thérapeutique, mais on l'a retrouvé dans un peu de fil, alors surtout une boîte américaine. J'ai pas retrouvé trace de ce fil-là, je l'ai entendu évoquer dans un podcast, et je me suis dit que c'était intéressant. Peut-être qu'un jour, ça va arriver sur le marché, qu'on va avoir des fibres issues de carapaces de crustacés. Alors attention aux allergiques, parce qu'il peut y avoir un impact, puisque c'est de la chitine. Est-ce qu'il faut faire attention à ne pas vous exposer, comme le soja et autres, à faire attention à ne pas avoir une réaction allergique? Alors, je ne sais pas plus que ça, mais c'est clair que dans le médical, on fait attention à ce genre de choses, comme on fait attention au latex, mais quand vous tricotez avec vos mains ou qu'on vous fait une suture, le contact n'est pas le même. Voilà, je termine ici l'exposé sur les fibres d'été, les fibres végétales et les fibres biosynthétiques. Il y a les synthétiques, mais bon, bref, on n'utilise pas ça nécessairement pour l'hiver, pour l'été. Donc moi, je voulais vraiment faire un focus sur les fils que vous pouvez continuer à tricoter pendant l'été. Alors moi, j'ai fait quoi? J'ai tricoté un top, je vous l'ai déjà montré plus d'une fois, qui va sortir ici au mois de fin mai, début juin. Donc ça, c'est un mélange de lin et bambou. Donc vous voyez, ça a une fluidité certaine. Puis moi, j'ai bien terminé un autre fil, je vous l'avais montré en écheveau quand j'ai parlé des fibres végétales. C'est ceci. J'ai pas encore rentré les fils, je l'ai terminé hier, je l'ai bloqué. C'est du lin, en fait. Du lin français, fait par Nisticia. Donc ça, c'est un fil purement écologique. Et puis, vous avez toute une pléthore d'autres fils. Alors, j'ai sorti un peu ce que j'avais dans mon stock, parce que j'ai pas grand-chose comme fil biosynthétique un peu spécifique. J'ai oublié de parler d'un fil biosynthétique qui s'appelle le sisel. Donc je fais un petit aparté. Le sisel, c'est quoi? En fait, ce sont des algues qui sont issues des fjords islandais. Donc c'est exactement le même principe que le bambou, si ce n'est qu'on va utiliser des algues, un intrant chimique. Au lieu d'utiliser du bambou qui est une herbe, on va utiliser une herbe qui se trouve au fond de la mer qui s'appelle le sisel. Donc, je suis désolée, j'ai complètement oublié, mais voilà, je voulais le mentionner. Ça a aussi exactement les mêmes propriétés que les autres fils, c'est-à-dire que ça va être très fluide, ça a peu de tonicité, c'est antifongique, antibactérien, ça a une bonne respirabilité, ça a une bonne gestion de la température. Donc, le sisel, il est quand même relativement cher parce que c'est une fibre issue quand même de produits qui ne sont pas non plus, qu'on ne trouve pas tous les coins de rue, hein, dans les fjords islandais forcément, et ça a un tombé très particulier, le sisel, et ça a vraiment un aspect assez brillant, comme de la soie, ça ressemble très fort, on pourrait appeler ça de la soie marine en fait. Donc j'ai oublié de parler du sisel parce que, voilà, j'ai oublié, mais voilà, je vous mentionne le cas du sisel. Donc j'en reviens à mes moutons, enfin c'est pas des moutons ici, à mes arbres, à mes fleurs, à mes plantes. Donc, je disais, j'ai tricoté ceci
qui est du pur lin. Et j'ai d'autres exemples à vous montrer. En fait, les fibres biosynthétiques et les fibres végétales, vous ne les trouverez pas nécessairement que seules. Donc je vous ai montré ici, on a un mélange de fibres végétales et de fibres biosynthétiques, qui est le bambou et le lin. Ici, on a du pur lin, mais j'ai aussi ceci. Alors ça, c'est du fil à chaussettes. Non, pas celui-là. Celui-ci, je vous en ai parlé, ceci. C'est de la Gizeh Sox bambou, du fil d'Orus. Donc, l'avantage du bambou dans un fil comme ceci, c'est qu'on a l'avantage de la laine, mais on n'a pas de nylon, on a du bambou. Parce que le bambou, c'est une fibre longue, ça casse moins facilement qu'une fibre quelconque, et ça permet de remplacer le nylon. Donc ça va apporter de la solidité au fil, tout en gardant cet aspect très doux, en fait. Ça, c'est beaucoup plus doux qu'un fil mérinos nylon. On n'a pas cet aspect un peu plastique quand on tricote. Donc voilà, maintenant, ça a le désavantage du bambou, c'est-à-dire que ça a une moins bonne tonicité que du mérinos tout seul, par exemple. Je ne les ai pas encore tricotés, donc je ne saurais pas encore vous faire du retour exact sur le sujet, mais on peut envisager ça pour faire des chaussettes. Donc on pourrait envisager mérinos viscose, mérinos bambou, mérinos tencel, mérinos sisel ou autre pour pouvoir faire des chaussettes à la place du nylon. Comme on peut tout à fait envisager quand on fait des chaussettes de mettre en plus un fil à couture qui est du nylon ou un fil de mérinos et soie, de mohair et soie pour renforcer la chaussette. Quand la fibre est longue et ne casse pas facilement, on peut ajouter ça pour renforcer la tenue des chaussettes, parce que le mérinos est une fibre courte, enfin relativement courte, mais beaucoup plus courte que la soie, par exemple, n'est absolument pas une fibre courte. J'en parlais dans une autre vidéo, la soie, et donc ça permet de renforcer les chaussettes. Donc on trouve souvent les fibres biosynthétiques mélangées avec des fibres animales. Alors j'ai le cas ici, mais ça c'est pas une fibre biosynthétique, ce sont des fibres. Il y a un mélange de fibres animales et un mélange de fibres végétales. Donc vous avez un mélange d'alpaga, de lin et de soie. Donc on va avoir un fil qui a le côté fluffy, doux et chaud de l'alpaga, tout en ayant la particularité et le tombé du lin, et la soie qui va donner de la solidité à ce fil. Donc on a quelque chose qui va être différent que l'alpaga pur, par exemple. En plus, ça prend tout à fait différemment la couleur, si ça veut bien faire le focus. Si on voit bien ici les mouchetures, parce qu'en fait, le lin ne prend pas les couleurs de la même manière que les fibres animales. On doit travailler en bain acide pour les fibres animales, c'est pas le cas dans le cas du lin. On doit utiliser du lin et des autres fibres végétales, on doit utiliser des protions, même s'il existe maintenant des teintures qui font les deux, mais donc vous avez cet aspect un peu plus moucheté qui est lié au fait qu'il y ait du lin. Donc voilà, ça c'est aussi un exemple de fil que vous pouvez trouver, qui va avoir un mélange des deux mondes, si vous voulez, on prend les propriétés d'un côté et les propriétés de l'autre. Parce que c'est intéressant, en fait, de faire ce genre de choses. Je vous l'ai présenté la fois dernière. On a ce fil qui a l'avantage qui est un fil tubulaire, qui a ce luisant de la soie artificielle qui est liée à la viscose, avec un fil soufflé. Vous avez ceci. Alors, je vous sors un peu tout ce que j'ai trouvé dans mon stock. La Bloom de chez Lang, que j'ai reçue il y a quelques années. Voilà, j'en ai jamais rien fait, mais elle est filée de manière particulière, et vous voyez, ça brille en fait. Pourquoi? Parce que c'est 70%, 70% de viscose, 70% de coton et 30% de viscose. Donc on a la solidité du coton avec le brillant de la viscose. Vous avez aussi, que je retrouve, ceci. Idem, vous avez un aspect un peu... Voilà, ceci. Qui est de la Divina, qui est un mélange de coton, de modal et de soie. Donc vous avez un peu de soie, un peu de coton et du modal pour donner un peu cet aspect. Et vous avez un très léger halo sur ce fil-ci qui doit être très probablement dû à la soie qu'on a peut-être soufflé ou qui a été mélangée, qui ressort un petit peu, un peu comme quand on a de la soie tussa. Donc voilà ce genre de choses. Maintenant, j'ai aussi du 100% coton pour vous montrer que le coton n'est pas que un fil raide dont on ne sait rien faire quand on le tricote, hein. Ça c'est du pur coton, c'est une pelote de ricorimi qu'on sert pour faire les amigurumi, donc ça c'est le genre de coton mercerisé que vous trouvez en pack pour pouvoir faire des amigurumi, mais le coton ça peut être ça aussi. Vous voyez, ça c'est un aspect tubulaire et c'est très léger, c'est de la boule addict happiness, mais ça peut être ça aussi, le coton. Donc voilà, on peut jouer vraiment avec
la façon de filer le fil, tout en gardant du 100% coton. Vous n'avez pas besoin nécessairement de mettre du plastique pour obtenir des fils différents. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ici en dessous les questions que vous auriez, si vous avez travaillé avec des fils en particulier, si vous avez envie d'essayer des fils particuliers, des fibres végétales pour cet été, pour faire des vêtements, des accessoires ou autre, c'est l'occasion d'essayer. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la newsletter comme d'habitude, même si je suis un peu à la bourre au niveau de la newsletter pour le moment, je vous avoue, parce que j'ai tellement de trucs à gérer que j'ai un peu de retard à ce niveau-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ferai la prochaine vidéo, une vidéo questions-réponses. Donc ce sera une vidéo qui seront des vidéos que je répéterai régulièrement au fur et à mesure de l'année. C'est-à-dire que ce seront des vidéos podcast où je vous montre ce que je tricote, mais je réponds à quelques de vos questions. Aussi, je vous parle aussi des livres que j'ai lus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici en dessous. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. À la semaine prochaine!